Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Jusqu'ici, vous avez pu découvrir les parcours et les entreprises de plusieurs invités que vous retrouverez dans 15 jours. Mais pour cet épisode, nous avons souhaité vous proposer un format différent avec un focus sur une thématique précise. Si ce nouveau format d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire et à nous soumettre d'autres thématiques qui vous intéresseraient. Pour cet épisode, nous avons souhaité faire un focus sur la vidéo grâce à la présence de Capucine Lemartret, chargée d'affaires chez Tidéo et directrice de marque pour l'appli vidéo, leur dernière création. Tidéo est une agence vidéo située à Saint-Renan, près de Brest. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la vidéo, c'est véritablement l'épisode à écouter pour en apprendre davantage. On parle notamment de communication vidéo, de matériel, de format, de vidéos sur les réseaux sociaux, de drones, de vidéo 360, des grandes tendances de la vidéo. On vous laisse découvrir tout ça directement dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Capucine, merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Plein Phare consacré à la vidéo. Alors première question qui est peut-être un petit peu pernicieuse, le matériel grand public a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui pour 1 000 €, on peut s'acheter au choix un smartphone qui a une super qualité vidéo, un boîtier photo, un stabilisateur, un drone. Les clients des agences vidéo sont-ils devenus leurs propres concurrents ? Alors bonjour Yann, bonjour Mathilde, merci beaucoup. Non, clairement non, les clients des agences vidéo ne sont pas devenus des concurrents. Je dirais au contraire, ce sont même devenus des partenaires. Justement par ces nouvelles technologies, ces possibilités techniques qui s'offrent à eux en tant que clients, ils deviennent des contributeurs. Et nous, en tant qu'agence, on s'adapte à leurs envies, à leurs besoins et ils deviennent nos fournisseurs de contenu. Nous sommes là pour leur apporter notre accompagnement, notre expertise, nos expériences pour pouvoir sublimer leur matière brute, leurs images et créer des pépites, des petites pépites vidéo grâce à ce que eux nous fournissent. En fait, on n'est plus du tout dans la relation client-agence, on est dans une relation de partenariat où on travaille ensemble. Et j'aime dire que nous sommes les bêta-testeurs de leurs nouvelles demandes et ils sont les bêta-testeurs de nos nouvelles solutions. Et mis à part ce changement de client à prestataire qui est devenu partenaire, est-ce qu'il y a d'autres repositionnements qui ont dû être effectués par les agences ? Oui, les agences doivent du coup gagner en qualité d'accompagnement, en qualité de conseil. Elles vont aller beaucoup plus loin quand on leur demande de réaliser en totalité une vidéo dans l'accompagnement. Elles vont aller beaucoup plus loin dans la scénarisation et le script, mais aussi sur toute la partie technique parce que comme le client aujourd'hui maîtrise une partie via justement l'ensemble des outils que tu as cités, mais aussi des logiciels freemium, etc., il va vouloir demander plus, il va être beaucoup plus exigeant pour l'agence. Donc l'agence doit offrir une qualité plus grande et expliquer en quoi ces solutions sont meilleures, plus rapides, plus agiles, plus adaptées en fait à son besoin. Le client peut aujourd'hui fournir une grosse partie du contenu, mais l'expérience, le professionnalisme d'une agence, ça ne se remplace pas en fait. Et c'est ça qui marche. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Tidéo, l'agence vidéo dans laquelle tu travailles et les services que l'agence propose ? Bien sûr. Tidéo est une agence de production audiovisuelle qui a été créée en 2013 par deux passionnés de vidéo, Julien et Marina. Basée à Saint-Renan, à proximité de Brest, Tidéo rayonne à travers la Bretagne, mais même le monde entier. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui nous permettent de filmer partout dans le monde. Nous travaillons autant avec des grands groupes locaux, des collectivités, qu'avec aussi des TPE, des PME. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, la restauration, le BTP, la santé, l'éducation, le sport. L'ambition de Tidéo est de rendre la vidéo accessible à tous. Et c'est ce qui nous a permis d'adapter notre offre et de proposer des solutions simples pour tous les clients et les prospects. Donc Tidéo est spécialisé en création de vidéos d'entreprise. Alors évidemment, c'est très très large. Les vidéos d'entreprise, on pourrait faire une liste à l'après-vert. C'est des vidéos de présentation, des films corporate ou institutionnels, des vidéos événementielles, des interviews, des témoignages de clients ou de collaborateurs aussi, des publicités, des clips promotionnels, des vidéos marques employeurs, des teasers, des vie ma vie, des tutos, des SAV. En fait, tout ce qui peut
correspondre à une demande de l'entreprise en fait. Et l'entreprise, à chaque moment fort de son parcours client ou du parcours collaborateur, peut trouver un type de vidéo efficient. La vidéo, c'est un levier très puissant pour surtout informer, partager, fédérer, former, recruter, enseigner, vendre, démontrer. Bref, la vidéo, c'est partout. Tideo a lancé une application, MyTideo, qui est devenue l'appli vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de cette application pour répondre à quel besoin elle a été créée et en quoi elle consiste? Alors en fait, oui, je peux vous l'expliquer parce que j'étais vraiment là dès le départ et puis on a beaucoup brainstormé pour créer MyTideo. Donc MyTideo, c'est des heures de cogitation pour réussir à faire simple et pratique tout en conservant l'âme de Tideo, c'est-à-dire une qualité constante dans le travail réalisé. MyTideo répond à un besoin et à un contexte en forte évolution. D'abord le besoin des clients de créer plus souvent des vidéos, il fallait donc gagner en réactivité et en agilité. Et ensuite le contexte, c'est une technique et des technologies qui évoluent très rapidement. Parce qu'en fait, MyTideo, ce n'est pas qu'une application, c'est un service de montage à distance. Donc nous avons relié la technologie innovante des smartphones avec la qualité de montage des talents professionnels. L'utilisateur filme avec son smartphone, il envoie son brief et ses prises de vue et photos via l'application MyTideo et en seulement 48 heures, nos monteurs professionnels créent une vidéo prête à être diffusée. Du coup, là, récemment, MyTideo a été remplacé par l'appli vidéo. Pourquoi ce changement d'orientation ? Alors en fait, ce n'est pas du tout un changement d'orientation. MyTideo n'a pas été remplacé. Le service de montage à distance existe toujours et il est disponible pour tous les annonceurs directement chez Tideo. S'il n'a pas disparu, c'est parce qu'au contraire, il a grandi, il a été augmenté. Nous avons écouté les demandes de nos clients et nous avons donc ajouté de nouvelles fonctionnalités, dont particulièrement une interface sur le web. Maintenant, en plus des vidéos et photos via l'application, tout le monde peut ajouter aussi via l'interface web le cahier des charges, logos, chartes graphiques, divers éléments qui sont nécessaires à la réalisation de votre vidéo, ainsi que le client soit mobile ou sédentaire, sur smartphone ou sur ordinateur, il peut collaborer à ces projets vidéo. L'appli vidéo, c'est une nouvelle marque de Tideo destinée aux agences de communication, web marketing, création de contenu. Alors du coup, l'appli vidéo, on l'a déclinée parce qu'on voulait la diffuser plus largement et on en profite pour faire partager notre savoir-faire et nos technologies avec un plus grand nombre. Clairement, c'est plus d'une année de travail, de développement et de réflexion que nous donnons en marque blanche aux agences de communication parce qu'on croit véritablement à notre outil. En fait, notre outil, ce n'est pas seulement de la technique, c'est un savoir-faire, c'est des humains derrière en fait. Donc vous avez une application, mais derrière vous avez un studio avec des vrais humains qui bossent et ça c'est notre fierté, donc on voulait la partager avec le plus grand nombre. L'appli vidéo va nous permettre de s'agrandir encore. Alors là, justement, avec le côté appli et puis la manière dont vous fonctionnez avec certains clients qui vous fournissent les rushs et derrière, c'est vos monteurs professionnels qui les montent, ça élargit vraiment la cible géographique de MyTideo par rapport à une agence plus traditionnelle. Est-ce que ça reste malgré tout important pour Tideo d'être ancré localement ? C'est très important pour Tideo d'être ancré localement parce que c'est l'origine en fait de Tideo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Tideo, c'est un mot valise. Ti, la maison en breton, et la vidéo, donc Tideo, la maison de la vidéo. Donc on a des racines et on est présent en Bretagne très fortement et par nos clients, les premiers réseaux en fait, de clients sont en Bretagne. Mais avoir des racines, ça ne signifie pas être immobile. Donc Tideo justement donne des nouvelles possibilités, des nouvelles solutions pour s'agrandir et pour pouvoir toucher le monde entier. Merci Capucine pour cette présentation de l'agence Tideo. On va retourner sur les questions un petit peu plus axées vidéo. On va prendre les chiffres de la vidéo en 2020. Donc on a par exemple 78% de la population qui regarde des vidéos toutes les semaines. On a aussi 82% des entreprises qui utilisent la vidéo dans leur stratégie marketing. Et les utilisateurs passent 88% plus de temps sur un site qui contient des vidéos par rapport aux sites qui n'en ont pas. Comment est-ce que tu peux expliquer un tel engouement pour la vidéo ? Alors là, c'est une réponse personnelle parce que les statistiques sont édifiantes, mais elles n'expliquent pas pourquoi un tel engouement. Donc votre question, je ne peux y répondre que par mon point de vue personnel. Je crois que nous avons tous une façon de ressentir, appréhender ou mémoriser en fait les choses. Et la vidéo réunit l'image, le son et la lecture. Donc je suis persuadée que c'est ces trois éléments
qui font son efficacité. Une image vaut 1000 mots, on le dit tout le temps. Vous ajoutez une voix off qui va ajouter des informations complémentaires et des sous-titres pour ceux qui préfèrent la lecture, et là la recette est complète. Aujourd'hui, la vidéo tient une place importante dans la communication. Est-ce qu'il reste encore de la place pour d'autres médias plus traditionnels ? La vidéo est puissante parce qu'elle est diffusable sur énormément de supports. Un écran, sur un salon professionnel, dans une vitrine, via les réseaux sociaux, les mailings, les sites internet. Mais ce n'est pas une solution unique. La communication 100% vidéo, c'est une véritable hérésie. Enfin, en tant que communicante, je ne peux pas le dire. La communication, c'est choisir. Les entreprises doivent choisir leurs outils de communication en fonction de plusieurs critères. Un communicant se pose des questions en permanence. Quel est mon objectif ? Quel est mon message ? Quelle est ma cible ? Quel est mon budget ? Quelles sont les ressources humaines disponibles ? Si la vidéo est la bonne solution, tant mieux. Mais elle peut être aussi complétée par énormément de leviers et d'outils différents. On a vu que les chiffres de la vidéo étaient édifiants, mais on trouve encore aujourd'hui, en 2020, des entreprises qui rechignent à faire de la vidéo. À ton avis, pourquoi certaines entreprises n'arrivent pas à se lancer malgré tous les avantages que peut apporter la vidéo ? La réponse est assez simple et je pense que c'est la même que pour beaucoup de projets de communication. C'est j'ai pas le temps, je sais pas faire ou j'ai pas le budget. C'est les 3 objections qu'on nous donne en permanence. Après, pour les entreprises qui rechigneraient encore aujourd'hui, j'ai juste une chose à dire, c'est faut pas oublier que le train il est déjà bien parti. Il y a plusieurs types de vidéos qui existent. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, les vidéos institutionnelles, les tutoriels, les vlogs, etc. De ton point de vue, sur quels critères les entreprises doivent-elles se baser pour choisir le bon type de vidéo adapté au bon public ? Alors la question est bien posée parce que en fait il faut revenir aux fondamentaux. Oui. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est ça, c'est que il faut se poser les bonnes questions. C'est pas la vidéo qui choisit le besoin, c'est le besoin qui choisit sa vidéo. Donc en effet, il faut se poser la question quelle est ma cible, quel est mon message, à qui je veux parler et comment je veux leur dire les choses. Il est évident qu'on ne va pas parler de la même façon quand on s'adresse à un public de collaborateurs en interne que quand on s'adresse à des pairs professionnels. Et est-ce qu'il y a des types de vidéos qui sont plus utilisés en ce moment ou qui émergent en ce moment dans les vidéos que vous produisez par exemple ? Alors, dans les vidéos qu'on produit, nous on reste beaucoup sur la présentation d'entreprise parce que c'est la base de la vidéo. C'est la vidéo carte de visite qui permet de se présenter, de dire en 1 minute 30 qui on est, qu'est-ce qu'on fait, présenter ses produits, ses services et donner une accessibilité à l'entreprise. Ensuite, aujourd'hui, je vais dire d'une manière générale, ce qui plaît beaucoup, c'est le tutoriel. Tutoriel, webinar, à partir du moment où on a un enseignement, il y a une avidité des gens, des internautes, à aller chercher de l'information et apprendre via la vidéo. On va parler des réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Sur ces réseaux sociaux, les contenus vidéo sont davantage mis en avant que les contenus textuels ou les images. Donc, il est important d'être présent en vidéo sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on fait le même type de vidéo sur les réseaux sociaux et sur son site ? Alors, déjà, les comportements ne sont pas les mêmes. L'internaute ne va pas chercher la même information et ne va pas naviguer de la même façon sur un réseau social ou sur un site web. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut créer des vidéos différentes. Après, c'est vrai qu'il y a une question de budget, une question de besoin. Donc, il faut mettre le curseur entre les deux et réussir à faire en sorte que sa vidéo puisse être adaptée pour les deux, le site web et les réseaux sociaux. Donc, si on est sur les réseaux sociaux, il est crucial, j'allais dire il est important, non, il est crucial de bien travailler les premières secondes. Parce que ce qu'on doit faire, c'est attirer. Sur les réseaux sociaux, on a quelques secondes pour taper dans l'œil et pour dire « c'est moi que tu dois regarder ». Et après, ça durera, la vidéo peut durer 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de problème. Sur un site web, l'internaute y est venu déjà. Il est déjà sur un endroit qu'il a choisi de visiter. Donc la vidéo n'a pas besoin d'être attirante. Elle est beaucoup plus informative. Elle va décliner les valeurs, l'image de l'entreprise et elle va être informative. Tout simplement. Et en termes de caractéristiques techniques, est-ce qu'il y a des particularités pour les vidéos que tu mets sur un site internet ou au contraire sur des réseaux sociaux ? Oui, sur les sites internet, il y a toujours des méchants développeurs qui nous demandent d'alléger le poids de nos vidéos.
je sais à qui je m'adresse. Non, je rigole. Évidemment, le poids de la vidéo, d'une manière générale, sur le web, doit être allégé. Mais aujourd'hui, il existe de plus en plus d'exports qui permettent de pallier en fait à cette problématique de poids. Si on est sur les sites web, on va respecter la charte et les contraintes qui nous seront demandées par le webmaster. Si on est sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux, comment dire simplement, transforment les vidéos de façon à ce qu'elles s'adaptent en fait aux contraintes de chaque réseau social. Si on parle de format en termes de dimension, là, le format carré est intéressant sur beaucoup de réseaux. Je vais dire Instagram particulièrement, Facebook sur lequel ça passe très bien. Il est moins apprécié sur LinkedIn, je ne sais pas pourquoi, mais il est moins développé sur LinkedIn. Le format 16/9 reste un standard. Comme je dis souvent, quand on mettra nos téléviseurs à la verticale, on pourra repenser tous les formats vidéo, mais pour le moment, le 16/9 reste encore le grand classique. Tu disais tout à l'heure que l'important sur les réseaux sociaux, c'était d'attirer dès les premières secondes de la vidéo. On n'a pas le même moment de consommation qu'on soit sur un smartphone en train de regarder ses réseaux sociaux et de scroller que sur un site web sur lequel on va chercher de l'information. Il y a autre chose dans les vidéos, mis à part l'image, tu en parlais tout à l'heure, qui est hyper important, c'est le son. Est-ce que le son prend la même place qu'on soit sur une vidéo sur les réseaux sociaux ou alors sur un site web? Non, absolument pas. Sur les réseaux sociaux, il y a un chiffre qui est assez hallucinant, c'est celui de Facebook. 85% des vidéos vues sur Facebook sont vues sans le son. Donc ça ne laisse que 15% pour lesquels en effet le son pourrait être important. Par contre, ce que ça impose, c'est de mettre du coup des sous-titres, forcément. En termes d'accessibilité aussi, il faut y penser, accessibilité et handicap, c'est important de mettre des sous-titres. Mais quand, de toute façon, si on prend 85% sans le son, on voit tout de suite pourquoi le son n'est pas aussi important, aussi impactant. Depuis des années, les vidéos promotionnelles s'inspirent des codes que l'on voit sur YouTube ou dans les stories Instagram. Aujourd'hui, c'est TikTok qui grimpe. Est-ce que tu penses que c'est la nouvelle source d'inspiration pour les vidéos promotionnelles ? Alors TikTok a vraiment bouleversé, et très rapidement bouleversé, les codes de la vidéo. C'est assez impressionnant comme il a réussi à grandir et grandir aussi vite et dans le monde entier. Mais en fait, quand on regarde TikTok, quand on s'amuse un petit peu à naviguer sur ce nouveau réseau, c'est aussi beaucoup de remix, beaucoup de copies, beaucoup de mèmes. Donc au final, ce n'est qu'un cycle, ce n'est que la réutilisation de vidéos existantes. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment bouleversé les codes ou est-ce qu'ils n'ont fait que reprendre les codes pour les remixer à leur façon ? Entre les deux, j'hésite. Et d'ailleurs, eux-mêmes hésitent parce qu'aujourd'hui, il y a quelques semaines de ça, ils ont ouvert la vidéo à une durée plus longue. Ils étaient limités en temps, ce qui faisait des vidéos hyper dynamiques et puis assez impactantes. Et là, ils vont s'ouvrir à des vidéos plus grandes. Donc en fait, ils vont beaucoup plus se rapprocher des réseaux sociaux existants. Au final, on va plus vers une uniformisation de la vidéo. Donc ils ont fait leur temps, mais ça y est, ils commencent à revenir vers le réseau social comme les autres. Sur TikTok, comme sur tous les autres réseaux sociaux, on voit beaucoup d'entreprises ou de partis politiques ou de personnalités politiques qui commencent à les exploiter. Quelle est ton opinion personnelle sur l'utilisation de ce type de réseau social par des institutionnels ? Franchement, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux parce que plus ça se répand dans toutes les strates de la société, plus la vidéo va gagner en importance. Je trouve que peu importe en fait le sujet, et ça a commencé il y a bien longtemps en fait, c'est Guéla qui a fait les premières pubs pour les hommes politiques. Donc au final, qu'on soit un homme politique, qu'on soit une collectivité ou qu'on soit une petite marque locale, allez-y quoi, faites de la vidéo et sur TikTok, sur les réseaux, ailleurs, faut y aller. Donc si à 50 ans, t'as pas fait ta vidéo TikTok, on peut dire que t'as raté ta vie. Exactement. Au milieu des années 2010, le drone a révolutionné la prise de vue vidéo en rendant les prises de vue aériennes accessibles au plus grand nombre. La demande sur ce format a explosé à ses débuts et aujourd'hui, l'utilisation du drone semble un peu plus restreinte. Est-ce que tu partages cette analyse ? Pas totalement. Je pense qu'elle n'est pas plus restreinte, je pense qu'elle est tout simplement un peu plus raisonnée. C'est fini les vidéos 100% vues aériennes. Même si c'est sympa, on a tous envie de voler, c'est Dédale et Icare, c'est dans nos gènes, c'est un rêve de voler,
Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en vidéo parce que tout simplement, quand on a besoin de faire une interview, quand on a besoin de présenter un produit, quand on a besoin de s'immerger dans son entreprise, faut avoir les pieds sur terre. La vidéo évolue relativement rapidement depuis ces 10, 15, 20 dernières années. En 2010, on a vu émerger avec le film Avatar la 3D sur les écrans. Tout le monde disait que c'était la révolution de la vidéo. Il y a beaucoup d'agences qui ont voulu s'essayer à la 3D. Et bref, aujourd'hui, on ne voit plus aucun film en 3D ou quasiment plus au cinéma parce que le format n'était pas adapté et qu'on avait une barrière, les lunettes, entre le spectateur et l'écran. Là, aujourd'hui, on voit émerger le 360 degrés, que ce soit sur des vidéos au sol, voire même au drone. Est-ce que tu penses que le 360 va suivre l'évolution de la 3D, c'est-à-dire que c'est juste un effet de mode et que dans quelques années, on en parlera à peine, ou alors est-ce que c'est vraiment un bouleversement d'avenir dans la vidéo? Le parallèle est bon parce que le 360 comme la 3D ont des contraintes techniques qui sont hyper importantes, donc qui, avant de se populariser, ont besoin de beaucoup d'améliorations, parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire intouchable en termes de prix, mais ça reste beaucoup plus cher pour la 3D, et le 360, c'est une autre façon de penser la vidéo. Le 360, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, au lieu d'avoir un fil narratif, une trame linéaire dans la vidéo, on est obligé de penser en toile. Il n'y a pas de hors-champ dans le 360. Donc du coup, comment on imagine son script et son scénario quand on est censé le penser dans tous les sens à la fois? Et ça reste très compliqué à imaginer et à mettre en place. Donc je pense que comme la 3D, le 360 a encore besoin d'évoluer techniquement. Il y a des problèmes de plan séquence, il y a des problèmes de flou assez régulièrement. Ça va s'améliorer certainement. Mais surtout, ça a besoin de trouver sa place. Personnellement, je vois très bien le 360 pour faire une visite de monument, une visite de musée, pour faire une exposition, pour faire éventuellement un défilé de mode. Ça peut être hyper intéressant. Mais après, en termes de structure, d'histoire, pour raconter une vidéo, aujourd'hui, je ne l'appréhende pas encore suffisamment. Et justement, le 360 permet de s'immerger dans des endroits où on ne peut plus forcément le faire aujourd'hui avec la crise sanitaire. Est-ce que le Covid peut finalement avoir un impact positif sur cette technologie? Oui, certainement. Certainement que ça va revenir. Je pense que de plus en plus, les musées offrent des vidéos pour faire découvrir à un plus grand public et attirer en faisant des petites vidéos qui peuvent être, encore une fois, des tutos, mais qui peuvent être des présentations de certaines de leurs œuvres. Le 360 va permettre de donner envie à de nouvelles audiences, de nouveaux publics, de venir dans les musées, dans les monuments, encore une fois. Donc oui, je pense que ça va grandir. Et aujourd'hui, ça permet de pallier ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais tout en préparant l'avenir. Récemment, quelqu'un qui travaille dans la vidéo m'a dit que le motion design était dépassé. De ce que je peux voir, j'ai plutôt l'impression que ce format est en train d'exploser. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que vraiment le motion design n'est pas dépassé. Au contraire, je pense qu'il a enfin atteint sa maturité. Ça y est, il a trouvé sa place, on sait à quoi ça sert. C'est comme le drone, quand ça commence, ça va un petit peu dans tous les sens et puis tout le monde en fait pour en faire. Mais faire pour faire, ça n'a aucun intérêt. Alors que là, aujourd'hui, le motion design a vraiment une place. C'est clairement la vidéo pédagogique, la vidéo informative. Quand on a un concept à présenter, un concept, c'est immatériel, c'est impossible à filmer. On le met au motion design. Et là, à ce moment-là, on arrive à faire passer par l'image, par le son, donc les deux en même temps, une animation, on va faire passer une information, une pédagogie qui vont ainsi permettre d'améliorer la compréhension de son concept. Donc je pense que non, le motion design n'est pas du tout terminé. Au contraire, il a atteint sa maturité. Ça y est, on sait à quoi ça sert et on l'utilise avec parcimonie, mais à bon escient. Alors faire une vidéo c'est super, mais encore faut-il toucher sa cible. Beaucoup d'entreprises font des vidéos mais ne savent pas les utiliser. Donc le résultat c'est qu'il y a une dizaine de vues pour une vidéo qui leur a coûté des centaines ou des milliers d'euros. Quels sont tes conseils pour bien diffuser sa vidéo auprès de ses prospects et optimiser ses vues? Alors j'ai 2 conseils. Le premier, si on veut vraiment s'orienter sur le nombre de vues, eh bien il faut bien diffuser sa vidéo tout simplement. Il faut la diffuser sur le bon réseau, il faut la diffuser plusieurs fois, il faut la diffuser peut-être même sur plusieurs réseaux, il faut la multidiffuser. La multidiffuser
dans le temps, mais la multidiffuser même sur plusieurs supports différents. Personne ne nous empêche de la présenter à chaque nouvel entretien avec un nouveau client, sa vidéo. Personne ne nous empêche de la mettre sur son site internet, de la mettre en même temps sur son Facebook, sur son Twitter, sur son LinkedIn, sur Instagram, sur je ne sais quel autre support. Encore une fois, dans une vitrine, sur un salon. Déjà, ça va permettre de multiplier les vues. Mais avant de multiplier les vues et avant de se poser la question de combien de personnes vont voir ma vidéo, je pense qu'il faut se poser la première question, qui est la bonne question, à vrai dire, c'est pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Et vous pouvez être sûr que si vous avez le bon message et que vous vous adressez à la bonne cible, elle va être intéressée, donc elle va la regarder, la vidéo. En fait, il faut juste savoir à qui on parle. Et est-ce que la vidéo peut permettre d'augmenter ses ventes ou son chiffre d'affaires ? Et si oui, comment ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Alors la vidéo, c'est extraordinaire, oui. Elle augmente la conversion, elle augmente la transformation, donc l'achat sur les sites internet, mais pas que. La vidéo, elle permet d'abord d'attirer, elle permet d'apporter de la notoriété, elle permet d'apporter de l'information, de convaincre et ensuite de fidéliser. Voilà, si on va dans le bon ordre en fait d'un parcours d'achat à peu près type. À chaque moment, la vidéo apporte une certaine efficacité. Alors j'ai quelques chiffres. On dit que la vidéo améliore par 53 l'efficacité de son référencement naturel sur Google. Donc c'est un chiffre que j'adore. 53 fois plus de chances d'être présent sur la page 1 de Google si on a une vidéo sur son site. C'est juste génial. C'est un chiffre qui date de 2011, mais qui n'a pour l'instant jamais été contredit. Je n'ai pas trouvé d'autres informations contredisant, donc je le conserve. Après, il y a des informations qui sont beaucoup plus récentes. Si vous mettez une vidéo à la place d'une image sur la page d'accueil de votre site internet, vous augmentez de 12,62% la conversion sur votre site. Et pareillement, sur une fiche produit, si elle est illustrée par une vidéo, alors elle génère 37% d'add to basket en plus. Add to basket, c'est super, c'est quand on fait clic, je veux mettre dans mon panier. Et la conversion, ça peut être passer au formulaire de contact, ça peut être demander un devis, ça peut être ce genre de choses. Alors, c'est bien ça. C'est ça, exactement. La vidéo, c'est de la conversion produit et service. Il faut avoir le bon, encore un bel anglicisme, CTA, Call to Action, indeed. Ça permet de bien cibler et bien amener en fait l'internaute à faire l'acte qu'on attend de lui à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances de la vidéo que vous remarquez au quotidien ? Alors les tendances remarquables de cette année et qui vont, à mon sens, certainement croître dans les années à venir, c'est l'authenticité, la sincérité, la proximité. Et de plus en plus, on va se rapprocher de l'humain, de la personne, d'une certaine réalité. À mon avis, l'influenceuse bling-bling qu'on soudoie pour des millions de vues, c'est totalement has-been. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de nano-influenceurs, ce qu'on appelle l'employé advocacy par exemple, ou tout simplement l'user-generated content, encore une fois un anglicisme. Donc le client qui va prendre la parole pour témoigner et pour montrer l'usage de son produit, de son service à travers la vidéo. Et là, on est dans la réalité, on est dans l'usage concret, on ne fait que montrer ce qui est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que les collaborateurs, les clients se filment avec leur smartphone, sont sur le vif, en direct, il n'y a pas de trucage. On n'est que sur du vrai. Authenticité, sincérité, proximité. Merci beaucoup Capucine pour ton analyse sur ces éléments des grandes tendances vidéo et puis de la manière dont la vidéo peut être utilisée par les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux ou autres. On va passer aux questions plein phare, donc qui sont les questions orientées Bretagne. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? J'ai pas besoin de réfléchir en fait pour vous le dire, parce que mon endroit préféré en Bretagne, c'est bizarre, ça va vous faire rire, mais il est en Égypte. Parce que mon endroit préféré en Bretagne, c'est le monde entier. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Vous voyagez, donc moi en l'occurrence, la première fois où vraiment j'ai eu cette sensation, c'est quand je suis arrivée en Égypte. J'ai rencontré un Breton. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est partout. Et en fait, où qu'on soit sur le monde entier, quand on voyage, quand on est breton, eh ben on va rencontrer un breton et on va toujours se retrouver à deux bretons. Donc en fait, il y a toujours dans le monde entier un endroit où il y a deux bretons. Et je trouve ça génial. Et c'est pour ça, physiquement, c'est pas en Bretagne, mais finalement, c'est un territoire breton ailleurs. Ça va peut-être t'aider à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ?
Alors pour moi, être bretonne, c'est être fière. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est être fière. Fière, un peu campée sur ses positions, certainement très franche, sincère, parfois même un peu terre à terre, mais sûre de soi. Pour moi, c'est ça, vraiment, être bretonne. Être bretonne, c'est aussi autre chose, et ça, encore une fois, il faut aller ailleurs pour qu'on se l'entende faire remarquer. Être bretonne, c'est dire « c'est pas mal ». Mais parce que pour un breton, c'est pas mal, mais c'est déjà génial, en fait. Mais quand on est ailleurs, c'est peut-être parfois moins apprécié. Pas mal, ça semble être juste la moitié de génial, alors que franchement, moi, si je dis c'est pas mal, ben bravo. Est-ce que le podcast, il est pas mal? Oui, il est plutôt pas mal, ouais. Merci Capucine. Et dernière question, la Bretagne, c'est aussi une terre d'entreprise. Il y a beaucoup d'anciennes, il y en a beaucoup qui se créent. Est-ce que tu aurais une entreprise qui te viendrait en tête et qui serait particulièrement à suivre en ce moment? Bah oui. C'est une évidence. Hein. Je ne sais pas si vous faites exprès de poser la question, mais c'est évident, c'est plein phare. Bah oui. Si on vous suit, vous, par définition, on va suivre toutes les personnalités, toutes les entreprises qui font rayonner la Bretagne. C'est pas faux. Et sur une autre entreprise? Je vais vous parler d'une toute petite entreprise qui vient de naître, qui s'appelle ISM Paris, qui a été créée en Bretagne et qui est pensée, imaginée, dessinée en Bretagne, aussi un petit peu à Paris, mais parce que c'est une entreprise de mode, un créateur de foulards qui s'inspire de chez nous, de nos paysages et un petit peu de sa grande folie pour créer une nouvelle marque de mode qui s'appelle ISM Paris et je vous invite à aller voir. Parfois, il y a des huîtres sur ces foulards. Ça, c'est très intéressant. On mettra le lien de son site dans les notes du podcast. Merci Capucine pour tes réponses. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver pour discuter ou où on peut retrouver Tidéo? Tidéo sur tidéo.com, l'appli vidéo sur appli-vidéo.com. Moi, je suis joignable, vous allez me liker sur LinkedIn, c'est super, je réponds. Et puis sinon, pour toutes les questions concernant la vidéo, capucine@tidéo.com. Merci beaucoup Capucine de nous avoir reçus. Merci à vous. Un grand merci à Capucine Lemartret de nous avoir permis d'en apprendre plus sur Tidéo et sur la vidéo en général. Nous espérons que cela vous aura apporté des clés pour la mettre en place dans votre entreprise. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Capucine, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de Tidéo dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. Et n'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!